Rebonjour, bonjour tout le monde. Alors, dans la première partie, donc j'avais l'occasion de travailler avec vous, donc la partie concernant le back-end. D'abord, on avait commencé par créer quelques petits microservices, notamment Customer Service qui permet de gérer des clients. Nous avons créé eBank Service qui permet de gérer des comptes bancaires. Alors, nous avons vu comment en fait faire la communication entre les microservices, eBank Service et Customer Service en utilisant OpenFine. Et ça a été aussi l'occasion de voir comment utiliser Resilience 4G pour tout ce qui est la tolérance aux pannes. Et puis nous avons vu les microservices, on va dire, techniques de Spring Cloud, notamment la Gateway, comment mettre en place la Gateway, Discovery Service. Alors pour le moment, on n'a pas utilisé le service de configuration, on peut l'intégrer après. Donc c'était le début. Et puis nous avons vu comment créer le service chatbot, donc notamment dans lequel nous avons utilisé donc Spring AI, notamment avec un LLM qui est OpenAI pour le moment. Et puis donc ce chatbot, nous avons vu comment l'intégrer via MCP au microservice, Customer Service et Bank Service. Donc ça c'est une partie qui est très importante. Ici, pour le faire, nous avons vu comment exposer on va dire les fonctionnalités des services métiers via MCP, server, aussi bien dans le service Customer Service et Bank Service. Et puis nous avons vu comment ici utiliser donc MCP Client qui permet en fait à ce service au démarrage d'explorer donc voilà d'identifier les tools qui sont fournis par les autres microservices. Et puis nous avons testé avec un client web classique pour voir comment ça marche avec un REST controller. Et puis nous avons mis en place donc on va dire nous avons mis en place un service, nous avons exposé le chatbot via en fait un connecteur Telegram et un connecteur Discord. Donc nous avons vu comment faire l'intégration avec Telegram notamment, ce qui nous a donné la possibilité avec un client Telegram de poser directement des questions au chatbot concernant les comptes et les clients. Et puis nous avons également vu comment utiliser le cas de Discord avec un client Discord. Donc ça c'est la partie backend, donc ça c'est quelque chose que nous avons déjà fait. Et voilà, donc maintenant, donc la dernière partie, donc comme j'avais promis, donc pour terminer, donc je vais revenir sur la partie Angular, donc le front-end. Donc on va créer en fait un client Angular d'abord pour gérer les comptes et les clients, donc ça c'est une application classique. Et puis donc nous allons créer également en fait un composant qui permet donc voilà, de faire une interface du bot, ce qui nous permet donc de lui poser des questions via l'interface Angular. Et voilà, donc on aurait fait le tour de cette façon-là. Bien, alors donc voilà, donc je reviens vers le projet. Bon, la première des choses que je vais faire, je vais créer un dossier pour le front-end. Donc je vais créer un dossier. Alors je vais l'appeler Angular Front tout court. Angular Front, voilà. Bon, en fait, j'avais déjà créé ce projet ici, mais je suis en train de le refaire. Alors, donc voilà, donc je vais ouvrir ce dossier dans le terminal. Là, il faut être sûr que vous êtes dans le bon dossier. Et puis, on va créer un projet Angular avec NG. Juste, il faut regarder les versions de Node.js installées. Alors ici, c'est la version 22. NG version... la version 21, Angular 21. Alors forcément donc il vous faut installer donc une version de Node.js et puis avec Node.js npm il faut installer Angular CLI. Angular CLI. Alors ça c'est vous l'installez de manière globale dans votre machine si vous ne l'avez pas. Voilà la commande, alors c'est déjà fait. Donc c'est à dire que ici, donc une fois que vous installez Angular CLI, normalement vous devrez avoir la commande ng qui est Angular CLI. Voilà, ça c'est ng version.
Voilà. Alors ça c'est juste pour les versions. Et puis donc voilà, donc ce qu'on va faire, donc on est dans le dossier déjà. Alors on va demander Angular de nous créer un projet avec ng new. Le projet, je vais lui donner le même nom. Le même nom que le projet. Le dossier. Et puis je vais lui demander de ne pas créer un dossier pour ce projet-là parce que je suis déjà dans le dossier. Et donc je vais lui demander avec l'option directory égale ./ comme quoi il va directement copier les fichiers dans le dossier courant. Alors on va utiliser CSS. Ici il n'y a pas de server-side rendering. Je ne vais pas utiliser d'agent intelligence artificielle, non. Et normalement il a créé les fichiers, il est en train d'installer les dépendances. Bon, juste dans ma machine j'ai un petit souci dans l'installation des dépendances. Il faudrait que je les installe avec en tant qu'administrateur, donc je dois donc voilà, je réinstalle les dépendances avec sudo npm install. Voilà. Voilà, ça c'est pour les dépendances. En principe, il le fait automatiquement après la création des fichiers. Il installe les dépendances avec la commande npm install. Voilà, alors maintenant, je vais installer, une fois qu'il va installer les dépendances, je vais installer quelques dépendances, notamment Bootstrap, voilà, les choses classiques. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais installer npm install Bootstrap. Voilà, Bootstrap. C'est la même chose. Bootstrap et Bootstrap Icons. C'est fait. Et donc pour les intégrer, pour intégrer Bootstrap, donc je vais le faire dans le dossier source ici. Alors c'est plus simple de le faire dans le fichier style.css. Ici directement on peut importer Bootstrap. Alors Bootstrap 10 CSS, bootstrap.min.css et puis Bootstrap Icons. Alors Bootstrap Icons, font, voilà. Bootstrap icons min.css. Alors ça c'est pour Bootstrap. Et voilà, donc on va faire un premier test. Pour cela, donc je vais ouvrir voilà un nouveau terminal. Et directement ici, donc je vais lancer Angular. Donc voilà, il faut juste être sûr qu'on est dans le bon dossier. C'est pas le cas. Donc je vais faire cd Angular front et puis ng serve. Alors je veux pas, non. Et puis donc il démarre, il n'y a pas de souci. Et voilà notre application. Donc normalement il est ouverte ici sur localhost 4200. Vous voyez donc l'application, elle est là. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc je vais chercher une template facile Bootstrap. Donc je vais chercher Bootstrap 5 navbar. Voilà, je vais prendre celle-là. Et puis je vais l'utiliser dans app.html ici. Alors, je supprime tout ça. Je vais copier navbar, il est là. Alors, en principe, voilà, il y a tout ça ici. Et puis donc ça c'est le navbar. Et puis donc pour la partie là où on va afficher le contenu, il faut ajouter router outlet. Donc ça c'est notre plateforme, notre template.
Alors si vous regardez, donc vous allez trouver, voilà, il est là. Alors sauf que ici le menu ne marche pas parce qu'il vous faut Bootstrap JS, donc il faut l'ajouter dans le dossier, le fichier Angular JSON. Alors ici vous avez déjà CSS qui est importé, donc ici vous ajoutez script et le script ça doit être dans Node module Bootstrap /dist, cette fois-ci JS. Le fichier s'appelle bootstrap.bundle bundle.js si je me rappelle bien. Alors donc si vous faites ça, il va falloir redémarrer CTRL-C, redémarrer Angular, et c'est notre démarrage, il est là, donc actualiser, donc oui ici, voilà, donc ce menu devrait fonctionner. Voilà, alors ici donc maintenant je vais créer un composant pour afficher les comptes. Donc pour cela directement ici je vais utiliser ng generate component. Le composant je vais l'appeler accounts. Voilà, ça c'est pour les comptes. Alors ici donc je crée le web component et puis je vais le déclarer dans les, je vais créer une route ici. Donc ici path, je vais créer une route avec le path c'est accounts et puis component c'est directement c'est account component. Alors dans la version 21 donc il n'ajoute plus le préfixe component, donc tant mieux, donc c'est pas la peine. Voilà, et puis donc pour l'afficher, donc on va l'afficher dans la page template ici, voilà, dans un menu par exemple ici, ici dans link on va mettre accounts, au lieu de href on va utiliser router link, il faut l'importer, et ici donc on va utiliser /accounts et c'est tout. Alors ici donc voilà, donc, vous voyez donc notre composant il s'affiche dans cette partie là, dans la partie router outlet ici. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais afficher la liste des comptes. Alors pour cela il va falloir d'abord démarrer notre backend. Bon, il y a pas mal de choses à démarrer, donc je rappelle pour le backend, donc il y a d'abord customer service, donc je vais le démarrer. Non, déjà c'est discovery qui va démarrer le premier lieu, parce que tous les microservices s'enregistrent au démarrage. Voilà, ça c'est la première des choses, c'est bon. Et puis vous démarrez la suite, donc il y a Customer Service. C'est démarré, et puis Account Service. Bank Account Service et Bank Service. Et puis il y a la gateway. Donc bien sûr tout ce backend là on l'a déjà fait dans les deux premières parties. Voilà. Et puis quoi d'autre? Et puis voilà. Il y a la gateway puis le chatbot. Le bot ici. Alors main, Java.
Alors c'est important que le backend fonctionne, donc on va le vérifier. Alors ici en principe, si vous faites localhost, ça c'est le discovery 8761. Voilà, les services sont déjà enregistrés dans discovery. Et puis donc pour communiquer avec la gateway utilise le port 9999, c'est celui-là. 99999. Par exemple, si je veux la liste des comptes, c'est eBank Service, eBank Service. Je pense slash accounts. Alors, on va vérifier. Alors, eBank Service dans le contrôleur. Vous avez ici, donc ça c'est le chatbot, eBank Service. Alors le contrôleur, donc slash accounts. Directement slash accounts, on devrait avoir normalement la liste des comptes. Alors c'est eBank, il y a un qui manque. Voilà. Alors ça c'est donc ici donc je reviens toujours. Alors j'ai mon PowerPoint, je le démarre également. Alors ça c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà l'architecture. Donc vous voyez donc ici donc j'ai démarré Customer Service, eBank Service, j'ai la gateway, Discovery et j'ai le bot qui est démarré. Alors ça c'est en fait notre backend. Et puis donc pour avoir la liste des comptes, donc je passe via la gateway. Donc vous voyez ici, donc je demande à la gateway, c'est le port 99999 ici, slash bank account, voilà ici. Alors si je veux les customers, donc je vais demander, c'est customer service, en majuscule, slash customers. Voilà, donc ici, donc jusque là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux juste afficher la liste des comptes. Donc autrement dit, donc je voudrais voilà, donc je voudrais appeler ce endpoint ici, copier. Alors pour cela, donc dans le composant que nous avons créé account, bon ici dans la partie TS TypeScript, alors ce que je vais faire, donc bon, il y a des pratiques et plusieurs façons de faire, mais l'une des meilleures façons de faire, c'est celle-là. Donc je vais directement déclarer. Alors si vous voulez afficher au démarrage, donc je peux directement donc j'ai besoin du service HTTP, donc j'ai besoin de l'injecter. Et pour l'injecter, donc vous avez deux façons de faire. Donc soit le constructeur private HTTP directement, c'est HTTP client. Vous pouvez faire ça. Ça c'est l'injection classique. La deuxième solution, c'est utiliser inject. Alors ici, donc directement ici, donc je peux déclarer une variable privée HTTP égale inject. Je vais injecter directement. Alors ici, il faut importer inject de Angular. Voilà, il faut être sûr. Alors ici, pour le moment, inject de HTTP client. Voilà. Ça, c'est la meilleure façon pour injecter, c'est d'utiliser inject. Pourquoi? Parce que l'injection via le constructeur nécessite d'être dans une classe. Et alors que parfois, si vous êtes dans une fonction, vous n'êtes pas forcément dans une classe. Donc, la solution qui vous reste, c'est d'utiliser donc inject. Et voilà, donc tant mieux. Donc, vous faites comme ça. Et puis, j'ai la liste des comptes. Donc, directement ici, je déclare la liste des comptes, accounts.
directement égal. Donc, je peux l'initialiser au chargement du composant. Donc, je peux utiliser donc c10.http.get directement. Voilà. Et j'appelle le backend directement ici. Alors, maintenant, je n'ai pas besoin de faire subscribe. Je peux le faire ici, mais de préférence de le faire dans la partie HTML. Et comme ça, donc, la méthode get retourne directement un observable. Et vous savez, les observables, en principe, on a, par les conventions, on utilise $. C'est pas obligatoire. Quand une variable se termine par $, ça veut dire que c'est un objet observable. Bon, forcément, il a besoin, pour l'utiliser, il faut faire un subscribe. Alors, donc c'est ce que je fais ici. Alors, maintenant, si je le laisse comme ça, et pour pouvoir afficher la liste des comptes directement dans la partie HTML, donc je vais créer un div class padding tree. Je vais faire un test if account. Alors maintenant, sauf que account, bon, c'est-à-dire s'il est initialisé, donc ce que je peux faire, donc account. Alors pour faire un subscribe, on utilise pipe S5. Voilà, S5 pipe, donc il faut l'importer. Voilà, point virgule, as, par exemple, je vais l'appeler par exemple accounts, comme variable. Ça c'est plus pratique. Donc c'est-à-dire si account, parce qu'en fait quand vous faites ici S5 dans la partie HTML, ça veut dire que vous êtes en train de faire un subscribe vers voilà, donc vers l'observable. Donc dès que les données arrivent, donc on va les récupérer. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai accounts et donc directement je vais créer un table class table avec thead, tr, th. Alors donc pour le compte, donc je vais afficher, j'ai le ID, j'ai la balance, j'ai la date de création, j'ai le type et je pense j'ai customer ID. Alors ça c'est les informations dont j'ai. Alors ici donc je ai pris tbody. Donc c'est les informations dont je dispose. Alors tbody, donc il y a quelque chose qui cloche dans ma tâche. Alors dans ma tête, la tête ne tourne pas. Alors ici donc dans tbody, donc on va essayer de faire une boucle. Ici directement for pour chaque account of accounts ici. Alors ça c'est account list pour ne pas avoir de confusion. Directement of account list. Of account list. Track by ACC directement. Je ferme la collade. Oui. Alors pour le moment, donc pour lui, il n'est pas sûr que ça soit en fait un itérateur. Donc c'est pour cela que dans la partie TypeScript ici, donc je vais lui dire que j'attends un résultat un tableau de type ini. Parce que là, pour le moment, on n'a pas déclaré encore le modèle. C'est-à-dire le résultat que je reçois, c'est une liste d'objets. Pour le moment, donc peu importe le type. Donc ici, a priori ça, donc ça devrait passer. Alors ici tr, td, je vais afficher account.value
ID. Account point balance created at, ça c'est les attributs, et puis donc il y a le type, et puis il y a customer ID. Voilà. Alors sauf que si vous testez, ça ne devrait pas marcher parce qu'on aura le problème de cross origin. Alors ici, hop, il n'y a rien. On va regarder la console. Alors vous voyez, donc dans la console, vous avez le problème de cross origin. Donc ça c'est le problème assez classique. Alors pour le moment, notre backend n'autorise pas un front-end qui vient d'un autre domaine de communiquer avec ce backend. Alors comment le régler? Donc le moyen le plus simple, du moment qu'on communique via la gateway, c'est de le faire simplement ici. Vous allez vers la gateway directement. Alors gateway doit être là. Alors on peut le faire, vous ajoutez dans le fichier application YAML. Voilà, donc ce qu'on va ajouter donc directement dans application YAML. Vous ajoutez Spring Cloud Gateway Server Web Flags Global Course et vous autorisez donc faites les autorisations Course Configuration. Alors pour toutes les URL, quelles sont les origines autorisées étoiles, toutes les méthodes sont autorisées, tous les headers sont autorisés, etc. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Alors ça c'est plus simple si vous le faites dans la gateway, vous n'avez pas besoin de le faire dans les microservices. Alors je vais redémarrer la gateway. Gateway, elle est là. Voilà, actualiser. Et ça marche. Vous voyez, donc là, c'est le premier problème que vous allez rencontrer. Donc j'ai ça. J'ai la liste des comptes. Alors bien sûr, bon, ça c'est pas c'est vraiment pas l'objectif de rentrer dans les détails, mais après vous pouvez ajouter donc un composant pour les clients, vous pouvez ajouter des formulaires pour ajouter des comptes, etc. Donc ça c'est des choses assez classiques. Donc ce que vous pouvez faire plutôt, si vous voulez faire quelque chose de plus structuré, c'est voilà, donc vous créez un modèle dans votre application. Donc je vais créer un package ou bien un folder modèle dans lequel je vais créer une classe, un fichier TypeScript que je vais appeler account.model.ts et je déclare donc la structure de mon modèle. Donc c'est une interface, donc je vais appeler account directement. Et puis donc vous déclarez donc voilà ID de type number, de type string. Vous avez balance de type number. Alors created at, vous pouvez le déclarer de type string. Et puis type de type string. Et puis customer ID de type quoi? De type number. Voilà. Alors vous pouvez mettre ici des points d'interrogation comme quoi la valeur n'est pas forcée. Quand vous créez un objet, donc la valeur n'est pas obligatoire, elle est optionnelle. Voilà. Et puis vous créez une autre interface que vous allez appeler account list. N'oubliez pas export, c'est très important. Alors export interface account
list, parce que moi je récupère une liste de comptes. Ici donc je vais mettre accounts, se forme voilà donc d'un table de compte account, comme ça. Alors ça c'est le modèle, et puis donc dans la partie TypeScript ici, donc vous pouvez changer, ici vous pouvez dire je récupère une account list, un objet de type account list, c'est bien ça, parce qu'on récupère une liste de comptes, donc ici donc c'est account list. Bon, on peut le laisser account. Alors get account list. List state, mais j'ai pas créé list state. Je l'ai appelé state. Ah, c'est dans l'autre projet. Oui. Account list state, on peut l'appeler comme ça, state. Alors comme ça, on peut ajouter d'autres informations. Donc il y a la liste des comptes, parce que parfois quand vous envoyez une requête, il se peut qu'il y ait un message d'erreur. Ici, error message, status. Alors status, vous pouvez créer un énumérateur ici, export enum, status, comme ça, request status. On suppose qu'il y a deux cas, donc vous avez soit un success, voilà, et le deuxième c'est error. Voilà. Alors ici donc de type request status. Et s'il y a erreur, donc ici error message de type string. Voilà. Alors tout ça vous pouvez mettre optionnel. Voilà, alors donc ici, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère un objet de type account state. C'est un objet de type observable. C'est un objet de type observable de account list state. Voilà. Ça c'est le type. Mais dans ce cas-là, il faut faire des transformations en ajoutant pipe ici, parce que ça c'est un observable, et vous dites pipe. Alors dans le pipe, on va utiliser des opérateurs. Alors d'abord ici, on va utiliser l'opérateur map. Alors map, donc on va mettre la valeur. Alors ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, quand j'envoie une requête vers ce endpoint, ce que je récupère réellement, c'est une liste de comptes. C'est ça. Ce que je récupère réellement, c'est une liste de comptes. Alors qu'ici, donc, je suis en train de lui dire, je vais retourner un objet de type account state. Donc il faut convertir la liste vers un objet de type account list state. Et donc ça c'est ce qu'on va faire ici. Donc quand je récupère là, je vais tout simplement dire, une fois que je récupère la valeur accounts, voilà ici response, directement je vais retourner un objet dans lequel j'ai accounts. Alors ici donc je vais retourner un objet dans lequel j'ai accounts. Donc
donc account series Spence, et plutôt donc status, ça va être request status success ici. Donc je suppose que tout se passe bien ici. Et après vous ajoutez un autre opérateur, catch error, virgule. S'il y a erreur, alors s'il y a erreur, donc on va faire ce handler dans lequel on va retourner ici un observable. Donc et cet observable, donc pour cela il faut ajouter off, off. Je crée un observable dans lequel je vais mettre tout simplement voilà l'objet qui va retourner l'objet dans lequel il y a le status. Status, ça va être request status, c'est error. Et puis dans ce cas là, error message. Alors error message, ça doit être voilà, un message d'erreur à afficher s'il y a problème. Dans ce cas là, on peut récupérer directement à partir de l'erreur elle-même. Error. Et on accède à l'attribut status text. Voilà, le texte de l'erreur elle-même de la réponse HTTP. Alors ça c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que dans votre interface UI, vous avez donc la possibilité d'avoir un message d'erreur si jamais. Alors dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici, on va changer. Alors donc ici, dans ce cas, notre cas account, ici S5, donc ici ça va être, on va dire le state. Dans ce cas là, on récupère un objet de type account state, et puis ici donc on va parcourir ces state. Ce qui nous intéresse, state.accounts. Alors state.accounts, je n'ai pas déclaré le type de account ici, donc je peux dire c'est un observable de account state, list state. Voilà. Et puis ici donc alors là ce n'est plus le cas ici. Alors ici donc je récupère une liste de account. C'est un tableau de compte parce que sinon on va pas avoir la correspondance. Et voilà. Donc c'est tout à fait logique parce que quand j'envoie une requête avec get, j'attends en principe donc là une liste de comptes, mais comme il y a un map ici, l'opérateur map va transformer les listes des comptes, il va les mettre dans un objet de type account list state et ça marche. Là c'est beaucoup mieux. Donc ça, si vous voulez travailler comme ça, c'est beaucoup plus structuré. Et comme vous pouvez voir ici, quand vous mettez state point, vous allez avoir accounts. Et l'avantage maintenant, c'est quand vous mettez ACC, donc vous voyez donc les attributs ID, vous avez balance, etc. Donc là, c'est beaucoup mieux. Et si vous testez, voilà, donc ici vous avez la liste. Alors maintenant, ça c'est juste un cas ici. Il reste encore un autre cas de, parce que là, s'il y a erreur, je vais pas traiter. Alors s'il y a erreur, quand même, parce que ici, je dois faire un test. Une fois que j'ai le state, je teste if state status égale request status error, c'est-à-dire s'il y a erreur. Sinon je fais else if state.request status égale request state status error, plutôt success. Voilà, ça c'est beaucoup mieux.
Et là, vous prenez votre table ici. Et vous la mettez ici. Et s'il y a erreur, ici vous mettez un div. Dans lequel vous mettez classe par exemple text danger. Et dans ce cas-là, vous affichez le message d'erreur. Donc ça va être c'est state.errorMessage. Donc ça devrait marcher. Alors si vous faites ça, bon là ça marche, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites vous forcez une erreur, par exemple ici, donc je mets quelque chose ici, hop, des erreurs, comme quoi le endpoint n'existe pas. En principe, je devrais envoyer not found. Alors ça c'est, je pense que ça c'est une bonne façon de faire. Donc vous gérez vos requêtes de cette façon-là. Donc on fait pas directement subscribe, on fait subscribe directement ici avec pipe. Et puis donc on gère notre état. Alors maintenant il reste aussi un petit point qu'on va encore utiliser, c'est que par exemple in progress, c'est-à-dire quand la requête est envoyée, il faut afficher un spinner. Alors dans ce cas-là, la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas le traiter directement à chaque fois. On peut le traiter dans comment dire, on peut le traiter dans un intercepteur. Parce que je sais qu'à chaque fois que j'envoie des requêtes HTTP, on passe via l'intercepteur. Et l'intercepteur, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il envoie la requête, il va initialiser un service, comme quoi il est en cours du chargement. Et une fois que la réponse arrive, il va le mettre à false. Et donc, on pourrait centraliser ça dans toutes les pages. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Alors c'est pour cela donc je vais créer un service d'abord. Donc pour créer le service, donc je reviens. Alors je reviens dans ici. Alors je vais générer ng generate service. Je vais générer un service que je vais mettre dans le dossier services. Je vais appeler on va l'appeler par exemple loading service. Alors il est là. Alors loading service, bon ça c'est un service donc ici qui est disponible en route. Et puis donc je vais déclarer un attribut ici loading. Alors je peux utiliser un signal de préférence. Vous pouvez utiliser une simple variable booléenne, mais utiliser un signal c'est beaucoup plus intéressant. Donc ici donc je vais utiliser égal signal de type booléen et la valeur c'est false. Voilà. Et puis je vais créer deux méthodes, isLoading, setLoading. Alors ici, public isLoading, comme ça. Alors isLoading égale, directement c'est loading, 10.loading as read-only, donc ça permet de retourner juste la valeur de loading. Et puis donc j'ai une méthode set loading alors set loading alors c'est pas loading, set loaded. Je l'appelle comme ça. Alors dans laquelle directement on va initialiser loading.setValue c'est true.
Voilà. Alors ça c'est un service simple que vous créez. Alors maintenant, ce service-là, on va ici l'utiliser dans un intercepteur. Alors on va générer un intercepteur, ng generate interceptor, je vais créer un dossier interceptors dans lequel que je vais appeler on va l'appeler loading interceptor. Alors loading interceptor. Voilà. Elle est là. Alors ici donc vous voyez donc l'intercepteur ici. À chaque fois que j'envoie une requête, il passe via cette c'est-à-dire via cet intercepteur. Alors ici ce que je vais faire, j'ai besoin d'injecter le service. Donc ici c'est le service. Donc c'est loading service. Vous voyez ici l'intérêt, s'il n'y a pas de constructeur, je suis directement dans une fonction, je n'ai pas de classe. Donc ici je vais utiliser inject. Vous voyez, c'est plus pratique comme ça. Inject loading service. Voilà. Alors loading service de type set let ou la const ou bien var, bon, let de type const. Voilà. Alors ici ce que je vais faire, donc loading service, est-ce que je l'ai pas importé? Loading tout court, on l'avait pas appelé loading. Alors on l'a appelé loading. Bon, si vous voulez, vous l'appelez loading service class comme ça, service. Comme ça, c'est plus pratique. Loading service. Voilà, donc ça c'est le service. Et puis donc une fois que je récupère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test. Bon, quel test que je vais faire? Donc je vais juste en principe avant d'envoyer la requête, je vais l'initialiser à true. Voilà, alors ce qu'on va faire, d'abord au niveau de loading service, je vais changer juste ici. Alors ça c'est is loading, bon ça c'est loading, set loading avec un booléen. Alors value de type booléen de préférence. Ici donc ça c'est value. Ok. C'est-à-dire on peut mettre la valeur true comme on peut mettre la valeur false. Donc ça c'est important. Et puis dans l'intercepteur, ce qu'on va faire c'est que ici avant d'envoyer la requête, donc avant que la requête soit envoyée, je vais en profiter pour utiliser donc loading service .set loading égale à true. Voilà. C'est-à-dire le chargement il est en cours. Une fois que la réponse arrive, donc j'envoie la next request, je laisse passer la requête et puis je fais pipe. Ici donc pipe, une fois que la réponse arrive, je vais utiliser l'opérateur finalize. Une fois que finalize ici, voilà, une fois que la réponse voilà, arrive, avant de laisser passer la réponse, et bien tout simplement je vais profiter pour faire utiliser voilà, c'est loading service .set loading égale à false.
voyez, donc ça c'est astucieux comme ça. Donc vous avez un intercepteur, lui, qui fait ce travail. Alors si vous le faites et vous le faites une fois pour votre application, et à chaque fois dans tous les composants, vous pouvez l'utiliser. Alors c'est ce qu'on va essayer donc de voir ici par exemple. Dans le composant account, je peux par exemple quelque part en haut de la page ici afficher quelque part un div. Il suffit d'injecter, voilà, vous pouvez déclarer public loading service égale inject. Je vais injecter loading service, voilà, et puis directement ici donc je fais un test. If loading service.is loading, vous voyez, donc s'il est en cours du chargement, donc j'appelle is loading. Dans ce cas là, qu'est-ce que je fais? Donc je vais afficher un spinner. Alors je vais afficher un spinner bootstrap. Alors ici donc bootstrap 5 spinner. Alors je peux trouver des trucs comme ça, par exemple ici. Je vois ici la couleur et je le mets ici. Et c'est tout. Alors dans ce cas-là, donc là vous êtes tranquille de ce côté-là, parce que votre application, dès que vous chargez, vous allez voir là, il s'affiche, il part rapidement parce que c'est très rapide. Mais si vous ralentissez un peu l'exécution, vous pouvez simuler une connexion qui est trop lente. Je ne sais pas si ça va marcher. J'utilise ici network. Ici, on va simuler quelque chose comme alors voilà ici. Alors je vais pas utiliser 4G, je vais utiliser une 3G par exemple. Déjà c'est trop long. Là c'est pas, c'est trop long. Là ici slow 4G. c'est pas bon. Alors nothing. Alors on va la voir tout à l'heure dans l'autre cas. En tout cas parce que la requête il est rapide, donc c'est pour cela. Vous voyez, donc ici vous voyez le bon. Ça c'est en fait cette première partie. Alors maintenant je vais passer à la partie directement. Vous pouvez ajouter d'autres choses. Je vais ajouter les clients et des choses comme ça. Bah, vous faites le même travail pour afficher la liste des clients. Et puis créer des formulaires, créer des choses, donc tout ça, vous pouvez le faire. Alors maintenant, je vais passer directement à la partie chatbot. Donc je vais créer une interface pour le chatbot, parce que ça c'est encore plus intéressant. Je vais générer ng generate component bot UI. Alors bot UI, elle est là. Je vais ajouter une route. Alors bot UI. Dans la partie interface, je vais ajouter un petit menu comme ça. Bot ici, donc j'ai utilisé /bot. Et comme ça je vais avoir quelque chose comme ça. Bot, c'est ça le bot. Alors maintenant pour le bot, qu'est-ce qu'on va faire? On va
envoyer une requête. Alors on va afficher un formulaire. Donc on va créer un div class plugin tree. On va créer un formulaire simple. Donc directement ici div, d'accord, classe card body par exemple. Je vais mettre un formulaire, un input. Alors type égale texte. Voilà, classe. Alors forme control. Et quoi d'autre? Et je vais utiliser un bouton. Un bouton. Classe btn. Alors btn primary par exemple. Puis je vais utiliser une icône. Classe bootstrap icon search par exemple. Search. Alors ça c'est ce qu'on va voir ici. Ici donc nous avons une zone de texte, un bouton. Je voudrais que le bouton soit en fait dans la même ligne. Alors pour cela je vais un peu confectionner avec CSS. Je vais utiliser ici style. D'abord display, je vais le mettre inline, point virgule, et je vais utiliser la largeur 8 égale 80%. Alors 80%, et la même chose pour le bouton. Style, display inline. Comme ça, je vais l'avoir dans la même ligne, je pense. Ça devrait marcher. Ouais. Ici, dans la même ligne, comme ça. Et après, vous mettez un petit espace de séparation, un petit margin ici. Margin. Voilà, alors ça nous permet d'écrire notre requête. Alors ici, dans le composant, je vais déclarer un query. Alors query de type ini par exemple. Après on va gérer ça. Query de type ini égale type ini. Et puis on va faire un binding comme ça. Donc tout ce que je vais saisir dans la zone de texte, on va mettre ngModal, plus simple, pour ne pas passer par les formulaires. Alors ngModal, je vais importer for module, ok, égal à quoi? Égal query. Voilà. Et puis quand je clique sur le bouton, je fais clic. Alors clic, je vais mettre ici ask agent. Ok, alors on va créer cette méthode là, alt entrée. Alors voilà, donc quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? La même chose, donc je vais envoyer une requête vers le chatbot. Alors notre chatbot, il est là. Dans le contrôleur, nous avons chat de secours. On lui envoie directement, on lui envoie un query. Et après, il nous répond avec un string. Après, on va voir comment faire un streaming. Ça, c'est intéressant de le voir. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, j'ai le bot, il fonctionne sur le port normalement. Ici, il s'appelle eBankBot. Alors ici, si vous mettez eBankBot, chat query égale liste des comptes bancaires,
Ça, on a déjà testé. Normalement, ici, il devrait vous donner la liste des comptes bancaires. Il est en train de... Alors, je suis en train de poser la question. Voilà, je veux la liste des comptes bancaires. Elle va utiliser MCP pour contacter eBank Service pour avoir la liste des comptes bancaires. Il va les retourner. Vous voyez ici, ça marche. J'ai la liste des comptes bancaires. Alors, maintenant, je prends ça. CTRL-C. Et bien, je fais la même chose que tout à l'heure. Alors, sur le... Voilà. Alors, je vais injecter le service HTTP. Le type HTTP client. Plutôt directement égal inject. Je vais injecter HTTP client. Alors, vous l'avez remarqué dans la version 21, pour utiliser HTTP client, il n'est pas obligatoire d'aller vers config et d'ajouter provide HTTP. Provide. Normalement, dans les versions avant 21, il faut mettre ici, pour que ça marche, il faut ajouter provide, sinon ça va pas marcher. Provide HTTP client. Vous voyez? Alors ça, c'est fait par défaut. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de l'ajouter. Eh ben, vous l'ajoutez uniquement si vous voulez, vous l'ajoutez uniquement. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait l'ajouter. Alors en fait, notre intercepteur de tout à l'heure n'a pas fonctionné. Ça, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Parce qu'en fait, il faut déclarer l'intercepteur dans cette partie-là. Mais je vais revenir à ce problème. Alors, effectivement, notre intercepteur n'a pas fonctionné tout à l'heure. Donc, on va essayer de le confirmer tout à l'heure. Alors, en tout cas, donc ici, dans le bot, ici, donc j'ai HTTP. Et puis, donc, je vais la même chose. Voilà. Donc, je vais déclarer ici un response sous forme d'un observable. J'attends un résultat de type string. Normalement, je peux mettre ini. Je ne vais pas l'initialiser. Je mets un point d'exclamation. Et puis, je vais utiliser directement ici. Voilà, 10.response égale 10.http.get. Et je mets CTRL-V. J'ai toujours la requête, elle est là. Voilà, get. J'envoie la requête. Ici, voilà, donc voilà, chat, query. Alors, query, donc je vais mettre ce que j'ai saisi dans la requête. Alors ici, donc je vais mettre plus query. 10.query. Voilà. Et puis, il reste qu'à afficher le résultat. Là, pour afficher le résultat, on va l'afficher ici. Donc, je vais créer un autre div. Classe cardBody. Et je vais faire un if. If response pipe. Là, je fais encore un subscribe. Pipe 5. Il ne faut pas oublier d'importer. Et puis, vous mettez point virgule as response. Answer. Ok. Je l'appelle bot answer. Bot response. Alors, s'il y a la réponse, eh bien, je vais l'afficher. Eh bien, je l'affiche. Response. Bot response. On va tester. Alors, ça c'est notre interface. Ici, liste des clients, liste des comptes bancaires. Je veux la liste des comptes bancaires. Alors, il nous faut un spinner. Donc, vous voyez ici, donc c'est là, on va le voir parce que là, la requête, ça prend du temps. On va regarder.
Est-ce que la requête est bien envoyée? Non. Alors, si, il est envoyé. Il est envoyé, il est envoyé. Est-ce qu'il y a une réponse? Réponse, il faut attendre. Oui. Voilà. J'ai la réponse, il arrive, mais je vois rien ici. Alors en fait, j'ai oublié quelque chose de très important. Bah, qu'est-ce qui est important, c'est que quand j'envoie la requête, ici par défaut Angular HTTP client, il suppose que le résultat est de format JSON. Alors ici, c'est pas le cas. Donc ici, quand j'envoie la requête, il faut que je précise des options ici. Il faut spécifier que comme quoi response type, il est de type texte tout simplement. Texte. La réponse que j'attends, c'est du type texte. Sinon, ça marche pas. Alors, liste des comptes. Je ne sais pas, c'est déjà bien. Des comptes bancaires. Le bot, il me dit que je ne sais pas. Voilà. Donc, alors là, il y a la liste des comptes bancaires. Mais ça c'est Markdown. Alors, j'aimerais bien, c'est-à-dire formater le Markdown. Alors, pour cela, je vais installer un composant, plutôt une dépendance qui est... Donc, vous installez NGX Markdown. C'est très simple. Alors, je vais ajouter la dépendance ici. Alors, je dois encore faire sudo. Bon, ça c'est pour vous, c'est pas obligatoire sudo. Donc, je fais npm install ngx markdown. Voilà, une fois que vous installez ce composant, c'est un module qu'il faut déclarer. Voilà. Dans la partie configuration, appconfig, vous devrez ajouter quelque chose comme provide markdown. Ça, il faut le faire. Sinon, ça va pas marcher. Ça, c'est la première. Le deuxième, c'est d'aller vers directement ici. Et au lieu d'afficher ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un composant qui s'appelle markdown tout court. Voilà. Vous l'importez. Et puis vous mettez ici data directement égal à quoi? Égal bot response. Au lieu de faire ça, et ça c'est plus intéressant. Donc là ici, donc j'affiche le résultat en format markdown. Voilà. On va regarder. Alors ici, liste des comptes bancaires. Compte bancaire s'il te plaît. Alors il ne faut pas oublier que la dernière fois je vous ai dit que le système message que nous avons fait n'est pas vraiment bien fait. Il faut encore l'améliorer, vous voyez. Et donc, cette fois-ci, donc voilà, la liste des comptes bancaires. Je vais lui demander la liste des clients. Voilà. Je vais lui demander liste des comptes bancaires se forme d'un tableau. Sous forme de tableau avec bordure. Alors, voilà, ça marche. Et ici, donc ça c'est en fait le bot qui répond avec ça. Je vais lui demander la liste des comptes bancaires du client 1. Je veux pas tous les comptes bancaires, c'est du client 1. Oh là là. Je sais pas pourquoi il y a ce phénomène.
Je l'ai remarqué, mais je pense, voilà. Donc ici, donc j'ai les comptes bancaires que du client 1. Et puis vous pouvez même dire, je veux ajouter un compte. Je veux ajouter un compte bancaire avec balance égale 3400 de type current account et puis client ID, customer ID égale à 1. Alors ici donc je réessaye. Voilà, ça marche. Donc vous voyez, donc il a ajouté le compte. Donc si je demande, je veux la liste des comptes. Liste des comptes bancaires. Du client. Voilà le compte qui vient d'être ajouté. Elle est là. Donc ça marche. Donc vous voyez ici, sous forme d'un tableau. Alors bien sûr, tout ça maintenant c'est dans le système prompt. Ça dépend de comment vous voulez gérer, mais ça ça tient bien. Il n'y a pas de problème. Alors ça c'est le chatbot. Alors maintenant, juste il y a un petit souci parfois quand vous lui dites par exemple liste des comptes bancaires. Déjà il faut qu'on règle le problème du spinner. Ça c'est l'occasion de voir que notre service, notre intercepteur ne marche pas encore. Alors pour cela on va aller ici directement parce qu'on a fait dans le compte ici, on le fait ici, c'est-à-dire CTRL C, on le met ici. Si vous voulez, on peut même le mettre directement ici après le bouton. Alors dans ce cas-là, il faut injecter le loading service ici. Alors, public loading service de type plutôt égal inject loading service. Vous voyez, loading service is loading. Voilà. Alors sauf que ici, alors liste des comptes bancaires, vous voyez, vous allez voir que là ça marche pas, l'intercepteur ne marche pas. Alors en fait, effectivement, alors un intercepteur pour pouvoir l'utiliser, il faut le déclarer. Alors pour le déclarer, donc ici on est obligé d'aller vers app config et vous voyez, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut ajouter provide HTTP client. Donc normalement ça vous n'avez plus besoin de l'ajouter, il est ajouté par défaut, mais si vous voulez ajouter un intercepteur, il faut l'ajouter vous-même parce qu'il faut ajouter ici with interceptors ici. Et puis vous mettez les intercepteurs. Alors ici notre intercepteur, elle est là. L'intercepteur, elle est là. Comment il s'appelle? Il s'appelle tout simplement loading interceptor. Ça c'est la fonction. Alors on va l'ajouter ici. Donc loading interceptor. Oui, donc la fonction, parce que nous on a ajouté interceptor, il a ajouté interceptor, donc sinon vous pouvez le renommer.
Vous voyez, donc ça c'est un petit détail qu'on a oublié tout à l'heure. Alors maintenant ça devrait marcher. Alors vous allez voir ici, liste des comptes bancaires. Voilà. Alors voilà, c'est oui. Spinner il marche. Une fois que la réponse arrive, il va s'éteindre. Donc vous voyez, donc l'intercepteur il fait bien son travail. Voilà. C'est parfait. Alors maintenant la même chose ici, donc si vous revenez vers la liste des comptes, si vous actualisez, maintenant ça va marcher. Vous voyez, on le voit et il disparaît. Tout à l'heure, oui, parce que c'est rapide ici. Voilà. Alors la dernière des choses, c'est que généralement quand vous faites un chatbot, parfois vous avez besoin de faire le streaming. Et ça c'est important. Alors ici, donc si vous dites liste des comptes bancaires. Alors, vous voyez, donc on attend jusqu'à ce que la réponse arrive. Mais généralement, quand il y a beaucoup de contenu, on est bien voir au fur et à mesure que le LLM génère et il envoie le résultat. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le streaming? Donc, voilà ce qu'il faut faire. Déjà, en back-end, dans le bot, eBank, ici, eBank bot, eBank bot, ici. Alors déjà dans le contrôleur, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre endpoint pour si vous voulez faire du streaming, pour ne pas un peu compliquer les choses. Je vais faire un autre endpoint que je vais appeler chat stream. Chat stream comme ça. Alors au lieu de retourner un string, on va retourner un flax de string. Voilà. Alors, sauf que ici, l'agent lui-même, il doit retourner un flax. Donc ici, on va encore vers l'agent. On a aussi une méthode chat, on va créer une deuxième. Comme ça, on va permettre à l'agent de communiquer de deux façons. Ici, chat stream. J'ai le prompt ici, donc je vais utiliser flax de string. Il est ici, au lieu de call, c'est stream. Vous voyez, donc ça, c'est déjà Spring AI. Donc nous avons maintenant le moyen de communiquer en streaming. Ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, ça c'est du streaming. Alors ici dans le contrôleur, ici return. Alors je ne dois pas appeler ça, je dois appeler chat stream. Voilà. Alors je redémarre. Donc je redémarre d'abord le bot. Ici, parce que j'ai changé des choses. Alors voilà, maintenant donc ce qui a changé, c'est que voilà. Alors ce qui a changé, c'est que si vous mettez eBank bot, eBank bot, voilà. Alors ça c'est pas encore démarré. C'est bon, c'est démarré. eBank bot chat query liste des comptes bancaires. Pourquoi j'ai ça? Voilà. Le temps d'initialisation. Oui, ici donc là c'est le côté, si vous voulez, c'est on va dire le côté bloquant, c'est-à-dire voilà. Donc j'attends jusqu'à ce que la réponse arrive. Mais si vous faites chat stream, vous allez voilà tester s'il marche déjà. Chat stream, comment il s'appelle? Alors qu'est-ce qu'on appelait? Chat stram. Vous voyez, donc ici on n'a pas bien fait stream. Alors je redémarre.
faut attendre qu'il soit initialisé parce qu'il démarre, il démarre un connecteur Discord, un connecteur Telegram. Bon. Alors ici donc streaming, c'est ça. Donc ici si vous faites ça, voilà, donc ça marche. Alors vous allez voir que le résultat normalement, une fois qu'il commence à générer, on le reçoit au fur et à mesure, normalement. Voilà, vous voyez, ça stream comme ça. Alors maintenant, une fois que nous avons ça, on va changer dans notre interface au niveau Angular. Comment faire le streaming dans l'interface Angular, c'est intéressant. Alors pour cela, voilà, donc je vais devoir créer dans la partie bot ici. Ok. Alors dans la partie bot, donc j'ai déjà ask agent. Je vais, pour ne pas changer ça, je vais créer une autre méthode que je vais appeler ask agent stream. Comme ça on peut communiquer avec les deux modes. Alors sauf qu'ici ça va changer parce que maintenant quand j'envoie la requête, je vais récupérer, c'est vrai, du texte, mais ici donc il y a d'autres observe. Ici on va observer les événements, events, comme ça. Ça c'est important, c'est-à-dire ici on récupère les événements, mais maintenant il faut traiter au fur et à mesure que les données arrivent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors je vais aller plus vite parce que je vais juste alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire pipe c'est-à-dire une fois qu'il y a un événement qui arrive, je vais le mapper. Donc j'utilise map, j'ai la valeur qui arrive, donc la valeur pour moi c'est event. Une fois que j'ai l'événement, eh bien je vais le traiter cet événement parce qu'il existe différents types d'événements. Donc quels sont les événements? Ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser directement switch event. Ok. Si l'événement type switch, alors si l'événement est les deux types HTTP event type send, alors case ici send, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un objet, par exemple le type, comme quoi, si pour dire à l'interface j'ai voilà un événement, le type c'est comme quoi le send par exemple. Bon, je peux mettre ce que je veux pour le moment ici. Alors et après je vais traiter case app, alors case upload progress, ça c'est intéressant. Alors si progress, c'est-à-dire je commence à recevoir des choses, donc ici je vais rien faire pour le moment, donc là je vais pas le traiter. Upload progress, si vous voulez par exemple traiter quand vous téléchargez quelque chose, vous voulez montrer le total de téléchargement ou là, des choses comme ça, donc ça peut être quand vous faites upload, vous voulez voir par exemple la quantité de données que vous envoyez, vous pouvez c'est-à-dire la suivre comme ça. Alors ici donc j'ai pas de upload, mais plutôt donc j'ai download progress. Alors si download progress, c'est-à-dire si j'ai quelque chose qui arrive, et ben je vais retourner un objet JSON dans lequel je vais mettre le type. Bah, je peux mettre ici response majuscule, bon, je peux le mettre comme ça, et puis la réponse elle-même, content, je peux mettre content. Alors content ici, le contenu, ou bien ça c'est une réponse. Le content c'est l'événement,
Donc je vais récupérer ces events. As, je vais le caster vers HTTP download. HTTP download progress event. Je fais la parenthèse et j'appelle partial text. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous faites du server-side event, c'est-à-dire au fur et à mesure, j'envoie vers le front-end. Donc, ce que je reçois que des morceaux. C'est des partial text. Donc, ce contenu-là, et je le récupère et je vais le retourner. Et la même chose maintenant, il reste encore un autre événement à gérer. C'est de type response. Alors pour de type response, donc je vais mettre, c'est-à-dire une fois que ça termine, parce qu'en fait ça c'est au fur et à mesure, mais quand il termine, il envoie également un autre événement ici, donc je vais l'ajouter. Alors case response. Alors dans ce cas-là, c'est-à-dire si la réponse arrive à la fin, je vais retourner encore un résultat dans lequel le type c'est toujours response, comme ça je l'affiche, et dans le contenu content, cette fois-ci c'est event.body, c'est-à-dire le contenu du coup. Alors c'est-à-dire quand la réponse arrive à la fin, c'est le body, c'est la totalité de la réponse. Mais ici donc je récupère que les petits morceaux, mais ces petits morceaux ils vont s'accumuler, donc ce qui va donner quelque chose de plus intéressant. Alors, en principe, vous faites ça et après, vous mettez des faults. C'est-à-dire sinon. Alors, sinon, je vais mettre type. Je vais retourner un attribut, un objet dans lequel il y a type return ici. Return. Voilà, type. Je vais mettre ici order, n'importe quoi. Et dans. Je vais mettre attribut data, c'est event lui-même. Donc, si vous voulez le traiter en front-end, default de points. Voilà. Donc, je gère mes événements comme ça. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, dans le front-end, ici, dans le front-end, déjà, je vais appeler dans le bouton ici. Donc, j'appelle le bouton. Il est où le bouton? C'est pas ici. Alors, quand je clique sur le bouton, j'appelle au lieu de ask agent, c'est ask agent stream. Voilà. Autre chose que j'ai oublié, c'est ici le endpoint, c'est pas le même parce qu'ici c'est chat stream. Alors, sauf que ici, donc, là, c'est bon. Et si je fais ici, à la réponse 5, et bien, je fais maintenant la réponse, je l'appelle response. Mais la réponse, qu'est-ce qu'il contient? Regardez. La réponse, il contient un attribut type. Oui. Donc, je vais m'intéresser uniquement à ça. Quand l'attribut type égale response. Donc, je dois ajouter un test ici. If, parce que sinon les autres événements je les traite pas. Donc if else, if uniquement, donc response.type égale response, c'est-à-dire si le type de l'événement il est de type response, j'affiche. Alors ici donc response, qu'est-ce qui m'intéresse dans la réponse? Ce qui m'intéresse dans la réponse c'est content. Dans ce cas-là, je vais mettre ici content. C'est response.content. Response.content. Et voilà, je pense que ça va marcher. Alors on va tester. Notre interface elle est là. On va dire donc je veux la liste des comptes bancaires.
Voilà, ici donc vous allez voir que voilà, return. Ça c'est observe. Ah oui, report progress. Bon, est-ce que c'est ça le report progress de pointer row. Alors, liste les comptes bancaires. Ouais, c'est exactement ce qui manquait, c'était ça. Alors, ce forme le tableau avec bordure. Voilà. Alors ça c'est, vous voyez ici, donc c'est important parce que si vous avez beaucoup de contenu qui arrive, et surtout quand vous allez parler avec la voix, alors avec la voix c'est important, c'est que dès qu'il commence à parler, vous allez au fur et à mesure écouter ce qu'il dit. Et la même chose quand vous parlez, donc au fur et à mesure que vous parlez, donc l'information arrive. Donc je pense que ça c'est les choses que je voulais vous montrer. Alors voilà, donc c'est un cas d'usage qui est très intéressant. Je voulais dire des choses. Alors, bon, je voulais en profiter pour parce qu'en fait, il faut juste regarder dans la version 21 de Angular, il y a des nouveautés, il y a des choses qui sont très intéressantes. Parmi les nouveautés, il y a en fait les form signal forms, c'est-à-dire les formulaires. En utilisant le pattern signal. Et je pense que ça mérite d'être. Donc je pense que j'ai un exemple. MS Agent AI, je pense. Oui. Alors dans l'exemple que j'avais déjà fait, parce que je l'ai déjà fait, j'ai créé un composant ajouter un compte. Et puis vous allez voir en fait au niveau de la version 21, vous avez un moyen d'utiliser d'une manière très simple en utilisant form, donc signals. Vous voyez donc form que vous voyez là. Ça provient de form, c'est ça, celui-là. Ça provient de form signals. Form signals, ça c'est une nouveauté dans Angular 21 et c'est important de le voir. Au lieu d'utiliser form group, parce que form group c'est un peu quand même lourd. Mais form signal c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, donc je crée un formulaire dans lequel je fais les validateurs minimum, par exemple un champ ici balance, donc minimum ça doit être 1000 avec voilà le message d'erreur. Ici donc par exemple le type il est obligatoire. Vous voyez ici donc le type aussi il doit avoir minimum 4 caractères. Donc bref, donc vous créez facilement les formulaires comme ça. Et puis dans la partie HTML vous avez ici donc vous avez une façon un peu pour faire le data binding, parce que là on utilise le champ directement, on fait form field et on spécifie le champ du formulaire. Et puis donc si vous voulez afficher les messages d'erreur, ils sont là. Et il est vraiment c'est intéressant de voir ce cas-là. Alors je pense maintenant c'est pas un peu fatigué, donc je vais pas faire ça. Mais c'est un élément important, par exemple ajouter des formulaires en utilisant form signals. Et c'est tout, je pense. À part ça, il n'y a rien de spécial. Et puis dans la configuration, peut-être est-ce qu'il y a quelque chose à déclarer? Non. Bon, voilà, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Alors ça c'est notre application.
Alors vous allez trouver ça sur Classroom, plutôt sur GitHub. Donc j'ajouterai le lien. Et donc c'est tout. Voilà, donc vous avez quasiment une implémentation de, toute cette architecture-là. Et là, je pense que c'est... Maintenant, bon, vous voyez cette architecture-là, donc avec vraiment du coding, on va dire 100% humain. Voilà, donc je peux estimer un travail comme ça à 6 heures. 6 heures de travail, vous arriverez à monter une architecture comme ça. C'est quand même 6 heures, c'est pas beaucoup, hein. Mais quand vous avez une application un peu plus grande, ça va demander beaucoup de temps. Et dans ce cas-là, si vous faites ça et vous combinez avec un peu du vibe coding, à un moment donné, vous générez du code avec l'intelligence artificielle, ça va aller plus vite. Et ça, c'est vraiment l'objet de... En fait, tous les développeurs ont besoin à un moment donné d'être boostés par de l'intelligence artificielle pour pouvoir aller plus vite, parce que parfois les interfaces que je vous montre là, donc c'est des choses que vous savez faire, et parfois vous n'avez pas envie vraiment de passer beaucoup de temps. Ben, vous générez donc le code, mais bien sûr il faut comprendre l'architecture de votre projet, il faut comprendre le code qui est généré, et donc ça c'est ce passage à mon avis, bon, en tout cas dans le côté déjà académique, donc pas d'intelligence artificielle, c'est vraiment pas l'objectif, c'est il faut plus, l'objectif c'est de comprendre un peu comment développer les applications, mais une fois que vous serez en entreprise, bien sûr, la compréhension c'est très important, parce que sinon vous n'arriverez pas, même avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc générer donc une architecture comme celle-là, il faut vraiment la connaître pour pouvoir la générer. Donc même avec l'IA, donc il faut l'aider. En plus, il y a les versions, comme je disais. Donc si vous demandez aujourd'hui donc à l'IA de vous générer des codes pour Angular 21, alors forcément, c'est pas parce qu'en fait, il n'est pas entraîné pour utiliser Angular 21. C'est tout récent. Donc voilà. Donc il faudrait prendre les avantages de chaque chose. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Bon, à bientôt.